Mettez-vous au rythme de l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, du 9 janvier au 6 février sur France 24. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. Bienvenue dans le débat sur France 24. La Commission européenne s'apprête à classer le nucléaire comme énergie verte. Le gaz et le nucléaire se voient reconnus comme des énergies durables, mais sous certaines conditions. Ce débat est bien sûr très technique, mais il est essentiel et il divise les Européens. À Bruxelles, ce texte est connu sous le nom de taxonomie verte européenne. Les énergies considérées comme durables bénéficient de meilleures conditions de financement. L'objectif pour l'Union européenne, c'est de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Alors c'est bien sûr une victoire pour la France, puisque le nucléaire fournit 70% de son électricité. L'Allemagne, au contraire, a choisi de sortir du nucléaire. Et avec l'Autriche et le Luxembourg, elle a livré une bataille contre l'inclusion du nucléaire parmi les énergies durables. Berlin, en revanche, bataillait pour que le gaz soit bien inclus au moment où le pays s'apprête à accroître ses achats de gaz russe. Alors le nucléaire est-il vraiment une énergie verte? Pourquoi pour la France, c'est essentiel? Et cette question peut-elle faire exploser la coalition allemande? Quelles conséquences sur les choix énergétiques européens? On en parle donc dans le débat avec comme invité. J'ai à mes côtés Marina Bertsch, notre spécialiste environnement, journaliste à France 24. Bonsoir Marina, vous présentez donc, je crois que c'est 2 fois par mois, c'est ça, Élémentaire, notre émission spécialiste environnement et donc c'est émission de reportage. Merci d'être avec nous Marina. Avec nous également Maude Bréjon, bonsoir, vous êtes porte-parole La République En Marche, ingénieur également dans le nucléaire. Bienvenue dans le débat. Bonsoir. Avec nous également Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous et bienvenue également. Bonsoir. Alors avant de démarrer cette discussion, puisqu'on sait donc la Commission européenne s'apprête à classer le nucléaire comme énergie verte, vous allez regarder ce reportage de nos confrères et consoeurs de France Télévisions, Julien Gasparotto, François Ducobu et Sylvain Giaume. Les centrales nucléaires et les centrales à gaz, labellisées investissement vert, et donc bénéfiques au climat. C'est la décision très controversée que s'apprête à prendre la Commission européenne. Dans ce rapport, elle propose de classer le gaz et le nucléaire comme des énergies nécessaires à la transition climatique, une position défendue par la France. On a besoin de toutes les énergies décarbonées pour lutter contre le dérèglement climatique. On a d'abord besoin des énergies renouvelables, mais aussi du nucléaire. Concrètement, cela veut dire que les investisseurs privés seront incités à placer leur argent dans le gaz ou le nucléaire. Une aubaine pour la France, qui souhaite renouveler son parc et vendre des centrales à l'étranger. Mais les pays antinucléaires comme l'Allemagne, l'Autriche ou le Luxembourg font déjà entendre leur opposition. La proposition de la Commission est une provocation. Pour obtenir le label, la Commission européenne exige toutefois des garanties. Une gestion très stricte des déchets nucléaires ou un faible taux d'émission pour le gaz. Insuffisant au regard des écologistes. On ne peut pas dire que le nucléaire aujourd'hui sérieusement est une énergie durable, qu'elle émette pas beaucoup de CO2, c'est une chose, mais n'allons pas investir de l'argent pour de nouvelles folies nucléaires comme des EPR en France. Orientons les financements européens vers les énergies renouvelables plutôt que vers le nucléaire et le gaz. Michel Rivasi, alors que pensez-vous de cette inclusion à certaines conditions, Donc on a vu du nucléaire comme énergie renouvelable. Le nucléaire est-il vert? Écoutez, ça a été un rapport de force incroyable, cette taxonomie. On avait établi des critères et pour ça, il y avait un groupe d'experts qui ont relaté au moins 2 critères majeurs. Le premier, c'est il faut que ces énergies diminuent les gaz à effet de serre. Et ça, c'est vrai que le nucléaire rentre dans cette case. Et le deuxième gros critère, c'était que ça ne nuise pas à l'environnement, c'est-à-dire à une pollution
à la fois de l'eau, à la fois de l'air, et puis qu'on soit capable de gérer les déchets. Or, vous voyez que dans le deuxième gros critère, le nucléaire ne rentre pas dans ces critères des investissements durables. Et au niveau du gaz, eh bien, c'est vrai que le premier critère, là, au niveau du gaz, ça ne rentre pas. Et c'est moins, si vous voulez, ça n'implique moins les critères sur la biodiversité et sur la pollution. Et là, il y a eu un rapport de force terrible. La France a poussé à ce qu'il y ait un autre groupe d'experts qui interviennent. Et notamment, c'est le JRC, qui est très proche d'Euratom, donc des gens assez liés au niveau du nucléaire. Et là, c'est la France qui a énormément œuvré avec un deal qu'ils ont effectué avec les Allemands en disant, eh bien, nous, on lâchera sur le gaz si le gaz rentre dans la taxonomie verte, et les Allemands, eh bien, ont dit, ben, nous, on lâchera sur le nucléaire. Alors, en Europe, à l'heure actuelle, il y a 5 pays qui sont contre cette taxonomie. Vous avez cité l'Allemagne, le Luxembourg, il y a la Belgique, il y a le Portugal, il y aurait l'Espagne. Et puis, Macron lui-même est allé se rendre dans des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Slovaquie, et il a trouvé une dizaine de pays pour faire en sorte à ce que le nucléaire, vous voyez, soit dans cette classification. Donc Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini parce que là, ils ont sorti cette taxonomie le 31 décembre, vraiment en toute opacité. Ils ont envoyé ça aux États membres. Et donc, ils ont 15 jours là pour faire des modifications par rapport à ce texte. Et donc, vous souhaitez qu'il y ait des modifications dans ce texte? Ah ben, écoutez, les parlementaires verts, en tout cas, au Parlement européen. Mais bien sûr. Nous, on ne veut absolument pas que les investissements durables, vous voyez, on pense à l'avenir, on ne pense pas seulement à l'instant présent. Le nucléaire ne peut pas rentrer dans ces critères de taxonomie. D'abord à cause de la question du déchet. D'abord à cause de la question des déchets. Mais il y a vraiment la question des déchets parce que le nucléaire, vous voyez, c'est quand même 23 000 tonnes par an de production de déchets. On a à peu près 1200 tonnes de combustible usé qui sont stockés près des centrales pour ensuite aller au niveau de la Hague. Donc, et à l'heure actuelle, moi, je me suis rendue à Bure, et tous les sites qui veulent stocker des déchets radioactifs, que ce soit le site, le WIP aux États-Unis, que ce soit Yucca Mountain, que ce soit le site en Suède, ils ont tous eu des pépins et ils se sont arrêtés. On n'a pas de solution en enfouissement en grande profondeur. Donc, ce n'est vraiment pas une solution. Pas une solution. Maud Bréjon, pour vous, alors évidemment, on sait qu'Emmanuel Macron, hein, lui, il fait du nucléaire sur le pilier de sa politique énergétique. Donc, tout ça a été l'histoire d'un deal, comme vient de le dire justement Michel Rivalzi. On donne le gaz énergie verte pour les Allemands, on fait passer le nucléaire énergie verte pour les Français, d'une espèce d'accord entre les deux. C'est ça ce qui s'est passé. Est-ce qu'effectivement la question des déchets qui reste extrêmement sensible, les déchets nucléaires, est-ce que malgré cette question des déchets, le nucléaire peut être une énergie verte? Alors, bonjour, il y a beaucoup de questions dans la question. Déjà, vous l'avez rappelé, la taxonomie, ça a pour objectif de mieux orienter les flux des capitaux vers des énergies qui sont des énergies vertes qui permettent la transition énergétique. Et le nucléaire, aujourd'hui, parce que cette énergie, parce que ce mode de production n'émet pas de CO2, fait partie, au même titre que des énergies renouvelables, d'un mode de production qui permet de tendre vers cette neutralité-là. Pour vous donner quelques chiffres, en 1970, il y avait les 2/3 de l'électricité produite en France qui venait des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est autour de 7%. Et donc, c'est une vraie victoire. C'est pour ça que le président de la République a raison de rappeler que le nucléaire est une chance pour la France. Mais pour autant, sur les déchets. Pour autant, je termine, à l'échelle mondiale, il y a encore plus de 85% de l'énergie primaire des énergies fossiles. Et donc, notre lutte, c'est vraiment les émissions de CO2. La taxonomie, elle va permettre au nucléaire d'attirer davantage les investisseurs, d'avoir donc un coût du capital, enfin, d'avoir des meilleurs taux, donc un coût du capital qui est plus bas. Et au final, le résultat, c'est que dans le mix énergétique européen, permettre le développement du nucléaire, c'est avoir d'une part une électricité qui est plus verte et en plus une électricité avec un coût plus faible. Très bien, on vous a entendu. Plus verte, mais suffisamment verte malgré les déchets, c'est toujours la question, Maud Bréjon. Sur la
des déchets, il est faux de dire qu'on ne sait pas quoi faire des déchets dans le nucléaire. Ça, c'est une idée reçue qui est largement véhiculée par les écologistes, qui, à mon sens, d'ailleurs, n'ont plus d'écologistes que le nom aujourd'hui, parce qu'une grande partie de ces déchets est retraitée, on les réutilise. Une autre partie est stockée de façon pérenne, on sait le faire sur des déchets à petites et qui ne sont pas radioactifs longtemps, pour la faire courte. On sait aussi que, pardonnez-moi, mais on sait que le stockage des déchets, c'est quand même un casse-tête. Et il reste effectivement une part des déchets aujourd'hui dont on a une solution qui est effectivement le projet CIGEO, le projet d'enfouissement à Bure. On a commencé à travailler sur ce projet-là en 1991 et il a été à plusieurs reprises validé techniquement par l'ensemble des organisations qui ont la légitimité de se pencher dessus. Il a été validé démocratiquement à l'Assemblée nationale et donc aujourd'hui, je pense qu'il est de notre devoir d'avancer vers cette solution-là, ne serait-ce que pour ne pas laisser la charge de la décision aux générations futures. Je terminerai en disant une chose, moi je suis extrêmement choquée sur cette histoire de taxonomie, d'entendre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise notamment s'insurger contre l'inclusion du nucléaire et ne dire pas un mot sur l'inclusion du gaz. Vous voyez, le gaz fossile, celui qu'on importe de la Russie, de Vladimir Poutine, ça c'est un vrai problème pour le climat. Son inclusion dans la taxonomie, ça doit être questionné. En revanche, le nucléaire, encore une fois, n'émet pas de CO2. Mais là-dessus, il y a vraiment deux poids, deux mesures, et donc on est dans une logique électoraliste et politique, pour moi, de la part de ELV sur cette question-là, et qui peut-être apporte des voix, mais qui à aucun moment ne fera gagner le climat. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est aussi c'est une question technique, Marina, mais c'est aussi vraiment une question politique. Alors justement, Marina, quelles sont d'abord les conditions dont parle la Commission pour justement être considérée comme vert pour le nucléaire et pour le gaz? Parce que les conditions sont strictes. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux énergies se sont un peu glissées au dernier moment dans les projets verts européens. Et donc, effectivement, à certaines conditions pour que les installations nucléaires et gazières soient classées comme énergie de transition, pour avoir ce label vert, eh bien, il faut qu'elles répondent à certains critères. D'abord, pour le nucléaire, il y a une limitation de temps. Le permis de construire des nouvelles centrales doit avoir été donné avant 2045, ça c'est pour les nouvelles, et les travaux de prolongement des centrales déjà existantes avoir été autorisés avant 2040, et puis assorti de garanties, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de plans de gestion des déchets radioactifs. On en parlait justement, à l'instant. C'est quoi cette garantie de gestion des déchets, Marina, dont parle la Commission? Eh bien, il faut que l'entreprise, en l'occurrence EDF en France, garantisse qu'elle a un plan pour gérer ses déchets. Alors, moi, personnellement, je suis allée pour l'émission alimentaire voir comment ça se passe, ce site d'enfouissement des déchets à Bure. Et c'est exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vraie solution. En réalité, ces déchets, ils sont mis sous le tapis. C'est ça qui se passe en France à l'heure actuelle. Bure, c'est ça. C'est un grand tunnel dans lequel on va mettre des déchets, on va refermer et on va être bien embêté pour les générations futures pour savoir comment on va leur indiquer qu'il ne faut surtout pas creuser parce que c'est extrêmement dangereux. Alors ça, c'était pour le nucléaire. Je réponds à votre question sur le gaz. Pour le gaz, effectivement. Alors, la condition pour le gaz, c'est que ces centrales émettent peu de CO2, moins de 100 grammes de CO2 par kilowattheure. En réalité, c'est un seuil très bas, mais il va y avoir des exceptions, parce qu'il y a une période de transition, évidemment, jusqu'en 2030, qu'elles émettent moins de 270 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ces critères-là, ils seront revus tous les 5 ans. Ils sont très stricts pour le gaz, justement, ces critères-là. Ça veut dire des nouvelles centrales, ça veut dire on ferme les vieilles centrales à gaz. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gaz naturel, on l'appelle le gaz naturel, mais en réalité, c'est un gaz fossile. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il émet, oui, moins de CO2 que le pétrole et le charbon, mais il en émet tout de même beaucoup. Donc, le gaz énergie verte, très clairement, non. Ça n'est pas plus renouvelable non plus que le pétrole. D'ailleurs, très important, l'avis du GIEC et l'avis de l'Agence internationale de l'énergie qui nous disent que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut toujours revenir à ces objectifs de l'accord de Paris, eh bien, il ne faut plus ouvrir de gisements de gaz. C'est pas pour rien qu'ils nous disent ça. Pas pour rien. Donc ça veut dire quoi, Michel Rivasi? On est quand même dans un moment de transition qui fait que, effectivement, on pourrait être un peu plus tolérant avec le nucléaire et le gaz pendant une période donnée. Je sais que les écologistes parlent de sortir du nucléaire en France en 2020, c'est ça? Non, 2030, pardon? Non. 2040, dans 20 ans. 2040. Ouais. Oui, parce qu'on a perdu 10 ans, vu qu'on n'a pas suffisamment développé les énergies renouvelables. Mais vous voyez que là où c'est aberrant, cette taxonomie,
en incluant à la fois le gaz et le nucléaire, c'est que ça va demander des investissements pour au moins 40 ans jusqu'à certains 60 ans. Donc vous voyez qu'on ne va pas diminuer de façon draconienne à la fois les gaz à effet de serre et les risques d'accident. Parce que autant le gaz, c'est une transition qu'on peut comprendre pour fermer les centrales à charbon, vous voyez, qui émettent encore plus, et on peut se dire qu'avec une meilleure technologie, il y aura moins d'émissions, mais on n'a pas tout ce problème des déchets, on n'a pas tout ce problème de risque d'accident. L'histoire du nucléaire... Alors, on a d'autres problèmes, ce que disait Marina, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très polluants, que manifestement, il faut effectivement beaucoup de technologies pour respecter même les critères de la Commission, et qu'en plus, il y a une dépendance énergétique à l'égard de la Russie, en l'occurrence. À la fois, il y a des investissements par rapport à des pipelines, et puis ensuite, il y a une dépendance par rapport, on a cité la Russie, nous, on pourrait citer le Moyen-Orient, etc. Donc, nous, on parle de souveraineté. Et qui peut mieux répondre sur la souveraineté, sur le fait que c'est une énergie plutôt de paix, quand on parle des énergies renouvelables? Quand on voit alors, justement, pardonnez-moi, Michel Rivasi, pour avancer, les énergies renouvelables peuvent-elles être la seule réponse aujourd'hui aux besoins d'électricité en Europe et en France? Ça reste tout de même une question importante. Eh bien, écoutez, dans tous les scénarios, vous avez, que ce soit le scénario RTE, le scénario négawatt, le scénario de l'ADEME, il est possible d'être à 100% d'énergie renouvelable en 2040, en 2050. C'est ça l'objectif qu'il faut avoir. Mais pour RTE, pardonnez-moi, ça passe aussi par un mix avec le nucléaire pour arriver là. Ah, il y a un scénario qui, dans les 6 qui ont été proposés, qui propose 100% d'énergie renouvelable. Après, c'est c'est un problème de coût. Mais il est tout à fait possible, que ce soit au niveau du scénario de l'ADEME ou de Négawatt, de sortir du nucléaire et d'aller sur les énergies renouvelables. Et là, on est indépendant, on est vraiment indépendant. On n'a pas ce problème des déchets et on n'a pas ce problème de CO2. Et vous pensez qu'on peut le faire en 20 ans, donc? Ah, mais bien sûr. Alors que si on joue sur l'investissement durable en incluant le gaz et le nucléaire, mais vous en avez jusqu'à au-delà de 2050. Donc, on ne sera pas à la neutralité carbone en 2050. Parce que ça demande des investissements très importants. Regardez le nucléaire. Quand on voit Flamanville ou quand on voit l'EPR de Finlande, il y a 17 ans, 19 ans de retard. Vous voyez, quand on construit un réacteur. Donc, c'est beaucoup trop long. Et une fois que vous avez le réacteur, eh bien, vous allez le conserver minimum entre 40 et 60 ans. Donc, on ne pourra pas répondre au CO2 et si vous voulez, au gaz à effet de serre. Donc, il faut absolument conjuguer la sobriété, c'est-à-dire il faut une diminution de la consommation énergétique. Il faut vraiment isoler les bâtiments pour que, vous voyez, il y ait moins d'émissions. Il faut jouer sur les transports parce que le CO2, ce n'est pas que l'électricité. Le CO2, c'est aussi les transports, c'est aussi l'agriculture. Vous voyez, il faut avoir une vision globale des choses. Si on veut vraiment répondre au réchauffement climatique. Voilà, Maud Bréjon vous répond justement sur cette question. Est-ce qu'effectivement, en 20 ans, on pourrait sortir du nucléaire en France et finalement tout miser sur le renouvelable? Alors, Madame l'eurodéputée a cité les rapports de l'ADEME, les rapports de RTE, les rapports de Négawatt en disant que finalement chacun disait qu'il était tout à fait possible de sortir du nucléaire et de faire du 100% énergie renouvelable. C'est faux et je vous invite, madame, à relire les rapports. L'ADEME, notamment, dresse un certain nombre de contraintes, d'incertitudes, notamment le fait qu'on n'assure pas que la production et la consommation sont égales à tout moment, ce qui est un des piliers d'un mix énergétique qui fonctionne. RTE, dans l'immense majorité de ces scénarios, couple le développement des énergies renouvelables à celui du nucléaire. Et certes, Négawatt propose une solution 100% énergie renouvelable, mais dans ce cas-là, il faut expliquer aux gens ce qu'il y a derrière, en termes de réduction des consommations, de sobriété. Ce que ça va impliquer sur le quotidien de chacun, ce que Négawatt appelle la recohabitation, le fait de partager l'électroménager, le fait de réduire sur l'ensemble des routes de France les limitations de vitesse. Et ça, vous ne le dites pas. Donc en fait, c'est un modèle de régression que vous êtes en train de proposer à la France. Pardonnez-moi, juste une question pour avancer. Quand Emmanuel Macron parle de construire 6 nouveaux EPR, les EPR2, des EPR simplifiés,
qui vont être C'est en train de- financés à peu près, j'ai vu, c'est 42 milliards à peu près, qui devraient pour moitié être financés par l'État, plus les petites centrales qui sont en fait vouées à l'exportation. Est-ce que ça ne veut pas dire tout de même que la France SMR. choisit d'abord et avant tout le nucléaire? Le nucléaire est une chance pour la France et c'est évidemment notre atout majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça protège le climat, ça protège notre indépendance énergétique. Est-ce qu'on ne le fait pas au détriment des autres? Pardonnez-moi, Maud Bréjon, c'est ça la question. Par terminer, par contre, mon argumentaire, s'il vous plaît, madame. Allez-y. Madame, le gaz, c'est une transition qu'on peut comprendre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la part dans la bouche d'une femme qui se dit écologiste, ce que ça signifie que de dire ça? En fait, en réalité, ça illustre ce qu'on observe à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir du nucléaire, c'est choisir le gaz. La Belgique sort du nucléaire. Elle construit des centrales à gaz. Aucune sortie du gaz de prévu. L'Allemagne, aucune sortie du gaz de prévu et pas de sortie du charbon avant 2030. La réalité sur le climat, madame, c'est celle-ci. C'est uniquement celle-ci. Et donc, la France a cette chance de maîtriser l'énergie nucléaire. Et effectivement, la question du financement est une question importante. C'est pour ça que Bruno Le Maire, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se sont mobilisés pour que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie européenne, pour qu'encore une fois, on puisse avoir... pouvoir faciliter ces financements. Alors justement, on va en parler avec Marina. Lorsque vous dites que les Allemands ne sortent pas, par exemple, du gaz, ils ont fait un choix effectivement très radical, les Allemands, puisqu'Angela Merkel avait décidé de sortir du nucléaire il y a déjà un certain nombre d'années, que la coalition, donc qui est une coalition un peu particulière, puisqu'on a à la fois les sociaux-démocrates, les Verts, mais aussi les libéraux, Marina, eh bien, ils ont des objectifs ambitieux puisqu'ils veulent sortir du charbon en 2030. Ils ont arrêté 3 réacteurs nucléaires 31 décembre dernier. Donc, clairement, ils ont fait un choix très différent de celui de la France. Marina, est-ce qu'ils peuvent tenir ces objectifs ou est-ce que la coalition allemande va finir par exploser sur ce sujet? Alors, très clairement, il faut se pencher un peu sur les chiffres quand on parle de l'Allemagne. C'est là que c'est intéressant. En Allemagne, pour l'instant, on a 11 à 12% de l'électricité qui vient du nucléaire. Donc, c'est très peu. Effectivement, l'Allemagne sort du nucléaire, ça a été annoncé, ça a été fait. Et voilà ce qui est intéressant. Oui, les renouvelables, ils occupent une place très importante. On a les chiffres du dernier trimestre 2021, donc c'est très récent. 42% de renouvelables en Allemagne, même si on a une petite baisse de 5% par rapport à l'année d'avant. Mais le charbon, c'est encore 27% en 2021. Et donc, les renouvelables, souvent, on les prend comme un groupe. On les met tous dans le même sac et du coup, on additionne les pourcentages. Voilà. Mais si on les prend séparément, eh bien, ce qu'on a, c'est que le charbon, c'est encore la première source d'énergie, je vous le disais, 27%, suivi de l'éolien à 22%. Donc, très clairement, en Allemagne, on a un marché qui est dominé par le charbon et pas n'importe lequel. On est allé, nous, l'équipe d'Élémentaire, faire un reportage. Le charbon allemand, c'est de la lignite. Donc, on ne creuse pas en profondeur, on creuse en surface. Et donc, l'Allemagne, c'était l'objet de notre reportage qui était, pour tout vous dire, très émouvant. On déplace des villages, on déplace des dizaines de milliers de personnes pour continuer à étendre des mines de charbon pour le mix énergétique allemand. Donc oui, effectivement, les Allemands augmentent les renouvelables, mais la sortie du charbon, ça ne va pas être facile. Et 2030, ça vous semble réaliste ou pas, justement? Ça me semble très compliqué, surtout avec les plans. Alors après, c'est très récent, cette coalition. Elle est volontariste, elle va se donner des moyens, dit-elle en tout cas. Elle est toute nouvelle et effectivement, c'était la condition pour l'entrée des Verts dans ce gouvernement, c'est cette sortie du charbon d'ici 2030. Encore faut-il rappeler que 2030, c'est dans 8 ans. Donc sortir du charbon, alors que je vous le rappelle, c'est 30%, quasiment 30% du mix énergétique allemand. Ils ont vraiment du pain sur la planche. On va essayer de voir ce qui se passe, mais ça va être difficile. Michel Rivasi, alors justement, est-ce que c'est tout le problème? On sort du nucléaire et en même temps, on est obligé d'utiliser de l'énergie fossile en attendant donc le charbon ou le gaz pour de toute façon pallier au manque. Ils ont quand même des objectifs pour encore développer les énergies renouvelables. Vous voyez qu'ils sont, je crois que c'est 2040, c'est 80% d'énergie renouvelable. Donc, ils veulent fermer leurs mines de charbon. Peut-être que, justement, pour changer ces mines de charbon, qui sont très polluantes, ils vont peut-être utiliser le gaz dans le cadre d'une énergie de transition, mais développer de façon très importante les énergies renouvelables. Nous, en France, vous voyez, on a toujours été monomaniaque. On a mis tous nos œufs dans le même panier. On a développé le nucléaire de façon incroyable. Vous avez vu qu'Areva est en faillite. EDF a un déficit énorme. On a construit un EPR
qui ne marche toujours pas. On en a vendu un en Finlande qui ne marche toujours pas. Et même les 2 de Chine, où on a transmis la technologie, ils sont à l'arrêt depuis le mois de juillet parce qu'ils ont Voilà, en un attendant, les prix de problème l'électricité intrinsèque. sont encore assez bas en France, hein, pendant Oui, mais c'est régulé en France, si vous voulez. Et on a des réacteurs qui sont en quelque sorte amortis. Maintenant, le problème qu'on a, et je vous assure, et les Français le comprennent, moi j'habite dans un département le plus nucléarisé au monde. On a des centrales vieillissantes. Vous voyez, on va renouveler la centrale de Tricastin qui a plus de 40 ans. Il y a eu encore un pépin au mois de juillet. Vous voyez, moi, ce que je veux dire au niveau du nucléaire, d'abord, c'est cher le nucléaire parce qu'il y a tout le carénage. Vous voyez, il faut remettre aux normes les vieux réacteurs. Il y a tout le problème de la gestion des déchets, comme ça a été dit par la journaliste. Ce n'est pas le fait de les enfouir qui fait qu'on sait gérer les déchets radioactifs. Vous voyez, on les met sous terre, point barre, avec tous les risques d'explosion, notamment par rapport à des bulles d'hydrogène. Et en même temps, eh bien, on développe cette énergie qui risque de nous exploser à la figure. Vous voyez, moi, je suis allée à Fukushima, je suis allée à Tchernobyl. Même à l'heure actuelle, à Tchernobyl, les gamins sont malades. Vous voyez, Oui, alors malgré tout ça, cela, pardonnez-moi, chaque Michel Rivasi, hein, mais malgré tout cela, c'est vrai que les Français, en majorité, veulent garder le nucléaire. En tout cas, c'est tout ce que les sondages montrent. J'aimerais, on voit maintenant, on sait que cette question... J'aimerais bien... Cette question, en tout Oui, cas, est au j'aimerais bien cœur de la qu'on fasse un campagne. Elle est au cœur de la campagne politique présidentielle, des présidentielles en France. Je voudrais justement qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon, hein, le leader des Insoumis, qui lui plaidait pour une sortie du nucléaire, hein, comme vous, avant 2030. Puis il a repoussé cette volonté de sortir du nucléaire à 2045. Il proposerait maintenant un référendum sur le nucléaire. Il a fait une déclaration sur l'éolien. On l'écoute. Un réacteur nucléaire égale 45 éoliennes offshore. Offshore, je dis bien offshore, c'est-à-dire en mer. Et nous sommes capables d'installer des éoliennes à 25 km des côtes. Ce sont des éoliennes qui ont un débit de 240 mètres, si on considère la longueur totale des pales. Le premier projet a été lancé il y a 10 ans, l'éolien offshore, et on attend toujours sa mise en service. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu une criminelle lenteur et de la part de l'État, des changements d'opinion continuels qui rendaient impossible le travail sérieux. Maud Bréjon, je vous fais intervenir juste après. Marina, c'est possible ça ou pas? Ou est-ce que vraiment là, Jean-Luc Mélenchon parle d'éoliennes surpuissantes, en surcapacité? Alors, en fait, parce que c'est plutôt 250 éoliennes pour un réacteur nucléaire. Alors, si on part du principe, on va faire des maths très rapidement. Un réacteur nucléaire, c'est à peu près 900 mégawatts. Une éolienne offshore, là, Jean-Luc Mélenchon, il part du principe que c'est 20 mégawatts. Donc effectivement, ça en ferait 45. La réalité, quand on regarde les chiffres des éoliennes offshore un peu partout, c'est entre 8 et 12 mégawatts en moyenne. Donc ça veut dire que si on calcule assez rapidement, c'est plutôt 90 éoliennes. La réalité, c'est que en France, on est à peu près le seul pays, quand même. Bon, ça ne produirait pas autant que les centrales nucléaires, évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre des éoliennes offshore. On est quasiment le seul pays à ne pas en avoir. Je vais vous donner 3-4 chiffres. Il y en a 600 au Danemark, il y en a 1500 en Allemagne, il y en a 2000 au large de la Grande-Bretagne. Alors certes, on n'a pas exactement les mêmes côtes. La mer du Nord, elle est très peu profonde. Ils ont des conditions absolument parfaites. Et nous, ça fait 10 ans, c'est ce que disait la journaliste sur France Inter, ça fait 10 ans que les autorisations, elles ont été données. Et c'est pas au point mort, mais ça vient tout juste de commencer. Au point mort, alors qu'on parle d'un très grand parc éolien marin qui devrait justement sortir dans la mer au large du Croisic. Voilà, donc nous on est allé faire le reportage élémentaire, et en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a des recours administratifs. Il y a des gens qui sont contre, hein, en France, très clairement. Il y a les pêcheurs, parce que ça va modifier leur zone de pêche. Il y a les militants de l'environnement qui pensent aussi que ça va tout simplement faire du mal à la biodiversité, à la vie marine. Et donc, il y a une lenteur incroyable. Figurez-vous qu'en France, il n'y a pas d'éolienne offshore qui soit opérationnelle à l'heure où je vous parle. Alors que je vous parlais de 6 chiffres européens, il y en a une seule. C'est une éolienne test de l'école centrale de Nantes. Maud Bréjon, comment expliquer avec tous les ingénieurs dont regorge la France qu'on n'ait pas au moins un parc éolien? Évidemment, ce n'est peut-être pas tout, mais l'éolien, ça fait partie des énergies renouvelables sur lesquelles on mise tout de même, non? Bien sûr. Alors,
pour revenir sur le calcul, je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit votre reporter, notamment parce que ça n'intègre pas ce qu'on appelle le facteur de charge. Et donc, comparer de toute façon la puissance d'une éolienne qui est par définition intermittente et qui ne produit pas tout le temps à la puissance d'un réacteur nucléaire qui est pilotable et donc qui produit à la demande, c'est de toute façon un calcul qui est biaisé. Mais on ne va pas rentrer... Biaisé, mais intéressant, parce qu'on peut quand même, en termes de mégawatts, faire un comparatif. Rentrer dans des débats de chiffres là-dessus pour une raison... Pourquoi en France, il y a une absence totale d'éoliennes en mer? On ne va pas s'en sortir. Hein. J'étais en train de vous dire que je ne veux pas rentrer dans ce débat de chiffres parce que ma conviction, c'est qu'on a fondamentalement besoin des deux. Et que cette espèce de dualité dans laquelle et Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et les Républicains, le Rassemblement National tentent de nous enfermer, qui oppose l'énergie renouvelable au nucléaire, c'est le climat qui perd à coup sûr. Le GIEC le dit, on a besoin des deux. RTE le dit, on a besoin des deux. Il faut aller plus vite sur le développement des énergies renouvelables, c'est une certitude. Et effectivement, il y a des process de validation administratifs, juridiques, qui sont aujourd'hui trop lents. C'est la même chose pour le nucléaire. Mais voilà, je le redis encore une fois, notre ennemi commun, ça doit bien être les émissions de gaz à effet de serre. Si on est réellement et sincèrement engagé pour le climat, on défend et le nucléaire et les énergies renouvelables. Le président de la République a raison là-dessus de mener une politique du et en même temps, parce qu'au fond, je viens de le dire, on aura besoin des deux, et si on veut vraiment se battre sur le climat, eh bien, il va falloir qu'on arrive à trouver une adéquation entre les deux et peut-être à apaiser le débat public afin que celui-ci retrouve un peu de rationalité. Maud Bréjon, mais pardonnez-moi, est-ce que c'est juste une question administrative, d'autorisation, d'opposition, ou est-ce que ce n'est pas une question de volonté politique aussi, ce choix des énergies renouvelables, puisque vous semblez le souhaiter, qu'il y en ait plus? Ah oui, alors moi je le souhaite, et c'est pas qu'une question de volonté politique. Quand on regarde depuis le début du quinquennat, les énergies renouvelables ont été largement déployées. Maintenant, quand vous voulez intégrer un parc éolien, il faut gérer avec la population environnante. Il y a effectivement tout un tas de processus, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui prennent du temps, et il faut qu'on arrive à les raccourcir. C'est de la même chose quand vous voulez implanter un parc d'éoliennes normales, enfin vous voyez sur Terre, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de recours, il faut déminer l'ensemble de ces recours, et donc ça prend des années. Il y a effectivement à réfléchir sur comment est-ce qu'on arrive à aller plus rapidement, d'autant plus que le temps presse, parce que les centrales ne sont pas, et nucléaires qu'on a qui produisent l'immense majorité, la grande majorité de notre électricité, ne sont pas éternelles. Et donc, il va bien falloir qu'on renouvelle nos capacités de production. Quoi qu'il arrive, on va devoir renouveler nos capacités de production. Il faut que ce soit vers du nucléaire et vers des énergies renouvelables. Mais effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a annoncé, à juste titre, le renouvellement du parc nucléaire français. Alors, quel avenir de ce texte à la Commission européenne, dont on parlait au début de cette émission, qui s'apprête donc à classer, je le rappelle, le gaz et le nucléaire comme des énergies durables sous certaines conditions? Marina, il doit maintenant être examiné par les parties prenantes. Elles vont pouvoir proposer des ajustements jusqu'au 12 janvier, puis le texte devrait être publié par la Commission fin janvier. Et ensuite, il y aura un vote à majorité qualifiée. Donc, ça va être compliqué de le rejeter. Je vous ferai réagir, bien sûr, Michel Rivasi, puisqu'il faudrait donc puisqu'une majorité qualifiée d'État suffit sur les 27 pour qu'il passe. Donc difficile donc justement de se retrouver avec un nombre d'États suffisant qui s'y opposent. Marina. Oui, tout à fait. Il ne faut pas penser que parce qu'on a ce texte aujourd'hui, ça y est, c'est adopté. Le nucléaire et le gaz rentrent officiellement dans les énergies vertes européennes. Absolument pas. Vous venez de le rappeler, il y a encore un certain nombre d'étapes. En réalité, il faut qu'il y ait un certain nombre de pays qui s'opposent pour que ce texte soit bloqué. Il va y avoir donc une véritable bataille qui va être très serré et qu'il va falloir suivre dans les semaines qui arrivent. Michel Rivasi, vous pensez qu'il pourrait y avoir un nombre de pays suffisant qui fasse capoter ce texte de la Commission? Alors, il y a deux niveaux, même je dirais qu'il y en a trois. Les deux niveaux, c'est d'abord le Conseil, donc c'est les États. Il faudrait avoir une majorité d'États qui votent contre cette taxonomie, et ça va être très difficile à obtenir, vu ce que je vous ai dit, que notre président est allé quémander à des pays plus démocratiques de soutenir dans cette taxonomie en incluant le nucléaire. Donc ça, je n'y crois pas. Mais il y a le Parlement. Il y a le Parlement qui va voter aussi à la majorité pour ou contre cette taxonomie. Et il y a une troisième action qui est une action juridique. Vous savez que les Autrichiens ont fait faire une étude juridique et ils ont constaté que
la taxonomie telle qu'elle est proposée par la Commission n'est pas juridiquement valable. Et le Luxembourg vient de s'associer aux Autrichiens. Donc là, la Cour de justice européenne va être saisie par ces deux États pour non-conformité, en quelque sorte, de la taxonomie en fonction des critères établis dans le règlement qui fixait les critères de développement durable. Donc il y a une procédure juridique. Vous voyez que l'histoire n'est pas finie. Et puis, juste, je voudrais revenir en arrière. Pas trop, pas trop. Il faut avancer. Il nous reste 4 minutes. De volonté politique pour développer les énergies renouvelables en France. La preuve, c'est qu'on n'est pas dans les objectifs qu'avait fixés l'Europe sur le développement des énergies renouvelables en France. On est en retard sur ces objectifs. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, comme ça ne passe pas de dire on va développer que le nucléaire, on rajoute maintenant les énergies renouvelables. Mais vous voyez que c'est quand même scandaleux qu'on n'ait qu'une petite éolienne de 2 mégawatts qui fonctionne en France, quand vous voyez qu'on a une cote incroyable et qu'on a été incapable de mettre en place des éoliennes offshore. Maud Bréjon. Ça montre bien qu'il n'y a jamais eu de volonté politique. Maud Bréjon, un mot justement. Les ministres verts du nouveau gouvernement allemand, parce qu'eux, ils sont quand même assez tenaces et plutôt opposés justement à cette taxonomie. Est-ce qu'ils peuvent entraîner 19 autres États européens ou une majorité de députés pour voter justement contre ce texte de la Commission ? Écoutez, moi je pense que le texte, que le nucléaire restera inclus dans la taxonomie européenne. En tout cas, je le souhaite. Maintenant, c'est évidemment des discussions entre États, mais voilà, je souhaite que ça puisse y rester. Est-ce que ça peut être une question majeure entre la France et l'Allemagne? Est-ce que Olaf Scholz et Emmanuel Macron se parlent tous les jours de ce problème? Mais finalement, est-ce qu'ils ont effectivement trouvé un deal? En tout cas, c'est forcément une question majeure à l'échelle européenne, puisque la question du climat, on ne la réglera pas indépendamment les uns des autres. Et on est obligé d'avoir une action commune. Il y a effectivement un pas qui a été fait vers les Allemands, parce qu'aujourd'hui, les Allemands, parce qu'ils font le choix de sortir du nucléaire, se tournent massivement vers le gaz. À mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur pour le climat, c'est une erreur pour leur souveraineté. Je rappelle que 30% du gaz qui est utilisé en Europe provient de la Russie. Alors à l'heure où les prix explosent et où on voit la tension sur le marché de l'énergie, ça doit, je pense, vraiment nous questionner. Je souhaite vraiment qu'on puisse travailler main dans la main, moi, avec les Allemands et avec l'ensemble des pays européens. Chacun a des atouts différents, les taux d'ensoleillement ne sont pas les mêmes, les côtes disponibles pour l'installation d'éoliennes offshore ne sont pas non plus les mêmes, les éoliennes ne fonctionnent pas de la même façon d'un pays à un autre, en fonction du vent, en fonction du climat. Et donc, c'est normal que chacun puisse choisir la stratégie qui lui semble la meilleure pour atteindre la neutralité carbone. En tout état de cause, je remarque qu'à chaque fois, sortir du nucléaire, c'est choisir le gaz et donc c'est revenir vers des énergies fossiles. Il faut qu'on ait une action coordonnée à l'échelle européenne. L'inclusion du nucléaire dans la taxonomie est un grand pas en avant parce que ça va nous permettre à nous Français de continuer à le développer, à d'autres pays européens qui le souhaitent de le faire également, et puis ça nous permettra de, notamment nous, en vendre à l'export. Merci beaucoup. Marina, juste un petit mot de conclusion. Est-ce que la coalition allemande pourrait exploser sur ce sujet si finalement la France et l'Allemagne arrivent à se mettre d'accord ? Écoutez, c'est fort peu probable. Très clairement, les Verts ont une place de choix. Ils ont posé leurs conditions. Et donc, au maximum, ces conditions, eh bien, on tentera, en Allemagne en tout cas, de les respecter. C'est assez évident. Après, je vous le disais tout à l'heure, elles ne seront pas du tout faciles à réaliser, ces conditions, en particulier celles du charbon, c'est évident. Le combat politique n'est pas encore terminé, en tout cas. Merci Marina Berthe, notre spécialiste environnement qui présente deux fois par mois, l'émission Élémentaire. Merci beaucoup Maud Bréjon d'avoir été avec nous, porte-parole de La République En Marche, ingénieur dans le nucléaire également. Et puis merci à vous Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.